Bonjour, 18 heures est passé, donc toutes les personnes qui passaient leur bac de SES aujourd'hui, qui passaient leur épreuve de spécialité de sciences économiques et sociales, ont terminé. Et donc je vous propose de revenir rapidement sur les sujets qui sont tombés, comme je suis revenu sur les sujets des centres de l'étranger et de Polynésie française. On va commencer avec l'épreuve composée. Première partie, question de cours. Vous montrerez à travers deux arguments que l'approche en termes de classe sociale reste pertinente pour rendre compte de la société française. Deux, trois petites choses qu'il ne faut pas oublier avant d'entrer dans le cœur de la question. La notion clé, c'est quand même celle de classe sociale, donc pensez à la définir. Et aussi, essayez autant que possible d'illustrer vos arguments. Ça ne pourra qu'être valorisé et vous rajouter des points. Ça peut même être intégré directement dans le barème. Donc si vous n'avez pas d'exemple pour vos arguments, ça peut vous coûter des points. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question? Quels sont les arguments qui montrent que les classes sociales restent pertinentes? On peut parler d'abord de la persistance des inégalités économiques et sociales entre les classes sociales. On peut aussi dire, en reprenant notamment le travail de Monique Pinson-Charlot et Michel Pinceau, que les classes supérieures, notamment la haute bourgeoisie, a toujours une capacité à mobiliser ses ressources pour défendre ses intérêts et maintient donc une certaine conscience collective. Un peu l'idée de classe pour soi chez Marx. C'est pas nécessaire de rappeler cette distinction dans cette question, ça risque même d'être du hors-sujet si vous vous mettez à faire un paragraphe sur Marx distingue les classes en soi et les classes pour soi, mais dire, voilà, les classes supérieures dominantes ont une capacité à mobiliser leurs ressources pour défendre leurs intérêts et maintenir leur conscience collective. On peut parler de l'homogamie, c'est-à-dire le fait que les individus ont tendance à se mettre en couple avec des personnes appartenant au même milieu social, et on peut parler enfin, en lien justement avec le chapitre cette fois-ci sur la mobilité sociale, du maintien d'une certaine reproduction sociale, notamment chez les cadres. Mais aussi chez les ouvriers, ce sont quand même les deux catégories où on observe la plus importante reproduction sociale. On l'a vu finalement dans le chapitre sur la mobilité sociale et on peut l'utiliser ici. Deuxième partie d'étude de documents avec l'évolution du nombre de brevets et du PIB par habitant. Et c'est important, on vous dit que c'est un indice avec la base 100 en 2011. Je vais revenir, mais c'est important évidemment dans la façon dont vous présentez vos données. Première question, caractériser l'évolution du nombre de brevets au Royaume-Uni entre 2011 et 2019. Alors je dirais que le plus important pour ce type de question, c'est de citer des données. Si vous ne citez aucune donnée, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous risquez de n'avoir aucun point, ou alors éventuellement peut-être juste 0,5 sur 2 si on a un peu pitié de vous. Ce serait dommage quand même de passer à côté de ces deux points. Là, on est plutôt dans l'optique de on prend tous les points qu'on peut avoir. Donc citez des données et évidemment, idéalement, citez-les correctement. En l'occurrence, c'est un indice, donc il n'y a pas d'unité. Par contre, on compare la valeur, en l'occurrence là, on va s'intéresser donc au nombre de brevets par rapport à l'année de base. On considère que artificiellement 2011 c'est l'année de base et on ramène la valeur à 100. Donc ça ne veut pas dire qu'il y avait seulement 100 brevets déposés en 2011 et 110 en 2018, mais que en réalité, voilà, on considère que c'est 100 tout de suite par défaut et on voit est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend par rapport à cette année de base. Ça, c'est le principe d'un indice d'évolution comme c'est le cas ici. Et donc, il faudra dire, par exemple, en 2018, l'indice du nombre de brevets déposés au Royaume-Uni était de 110 par rapport à 2011, qui était l'année de base. Ce genre de phrase. Vous pouvez éventuellement faire un petit calcul de comparaison, donc dire, bon, ça a augmenté de 10 points, mais vous pouvez même, puisque c'est par rapport à l'année de base, en fait, c'est une augmentation de 10%. Là, on peut faire un calcul de taux de variation. Si vous vous rappelez la formule, 110 moins 100 divisé par 100, bah, ça nous fait 10 divisé par 100, allez hop, 10%. Donc ça, c'est facile à dire que les brevets déposés au Royaume-Uni ont augmenté de 10% en 2018 par rapport à 2011. N'oubliez pas aussi d'avoir une réponse aussi détaillée que possible. Là, j'ai pris 2018 parce que c'était facile, c'était moins de repère. On vous dit 2019. Donc forcément, si vous ne citez pas les chiffres pour 2019, ça n'ira pas. Et globalement, il y a une augmentation continue, mais il y a quand même des moments où c'est à peu près stable, ça stagne, voire ça diminue un petit peu, clairement entre 2018 et 2019. Donc,
n'oubliez pas dans votre réponse de citer ces éléments, de les mettre en avant, de les intégrer en tout cas. Deuxième question pour ce document, à l'aide du document et de vos connaissances, montrez le rôle des droits de propriété sur la croissance économique. Donc deux notions qui sont mentionnées directement et qu'il faudra essayer de définir, les droits de propriété et la croissance économique. Évidemment, vu le document que vous avez, vous savez qu'on pense notamment aux brevets. Donc vous pouvez aussi définir les brevets. Attention, je le rappelle, il y a pas mal d'élèves pour qui il y a une petite confusion. Les droits de propriété, c'est pas que les brevets. Vous avez des droits de propriété sur tout ce que vous possédez, tous les biens matériels. Donc vous avez des droits de propriété sur votre téléphone, par exemple, sur votre boîtier, je sais pas, boîtier à quoi. Vous avez droit de propriété dessus. Le fait de pouvoir, de posséder, pouvoir utiliser de façon exclusive, voire revendre ou louer un objet, ça c'est un droit de propriété. Et les brevets, c'est finalement qu'une sous-catégorie à l'intérieur du droit de propriété sur les innovations. Donc essayez quand même de bien faire la distinction et de ne pas dire définition de brevet. Et en fait, je ne comprends pas que la notion de droit de propriété est plus large que ça. Donc définition aussi de croissance économique. Quels sont par contre les éléments qu'on va attendre pour... évidemment, c'est pas juste vous citer des définitions et vous citer quelques chiffres. On va attendre un raisonnement. En l'occurrence, il faut dire que les droits de propriété, et notamment les brevets, incitent les acteurs économiques à investir et innover. Ça, c'est la formulation qui est dans le programme. En gros, parce que vous êtes garanti, grâce aux droits de propriété, aux brevets, de pouvoir justement profiter des bénéfices futurs apportés par vos investissements et par les innovations que vous allez développer, vous, vous allez justement prendre le temps de acheter de nouvelles machines, acheter de nouveaux locaux, de nouveaux terrains, dépenser de l'argent en recherche et développement pour avoir des innovations qui vous rapporteront de l'argent plus tard. Parce que vous savez que justement vous pourrez bénéficier de cet argent plus tard et que personne ne pourra venir et dire non, finalement c'est moi qui ai développé ce produit, c'est moi qui devrais gagner de l'argent grâce à ça. Et là, en fait, vous avez le lien entre droit de propriété brevet d'un côté et investissement et innovation de l'autre. Mais la question, c'est sur la croissance économique. Donc, il faut au moins une phrase. On ne vous demande pas de développer forcément les mécanismes qu'il y a derrière, mais au moins une phrase qui dise et ensuite, les, les innovations permettent d'augmenter la productivité et donc le PIB est son source de croissance économique. Mais il faut boucler le raisonnement, pas se faire simplement droit de propriété, innovation, mais aussi innovation, croissance économique. Et là, du coup, vous avez tout. Droit de propriété entraîne innovation, entraîne croissance économique. Il faut que le raisonnement soit complet. Enfin, vous avez la troisième partie, le raisonnement sur dossier documentaire, où on vous demande de montrer pourquoi, c'est un peu bizarre, hein, je pense plutôt expliquer pourquoi il existe des échanges commerciaux entre pays comparables. Donc en gros, qu'est-ce qu'on entend par pays comparables? Essentiellement des pays avec le même niveau de développement. On pourrait discuter un débat de qu'est-ce qu'on entend par pays comparable, mais c'est pas le cas ici, donc on va se concentrer sur le plus simple. Les pays, donc des pays avec un même niveau de développement et qui notamment vont échanger des produits similaires, ce qu'on appelle du commerce intra-banque, qui est une notion qui est importante, qui devrait presque être présente dès l'introduction. En gros, c'est quoi la problématique de ce sujet? Je devais problématiser et présenter mon introduction, je commencerai par dire que les théories traditionnelles du commerce international, celles de Smith et de Ricardo notamment, se sont concentrées sur des échanges entre des pays différents qui échangent des produits différents. Cependant, on observe aujourd'hui qu'une partie importante du commerce international se fait entre des pays comparables qui échangent des produits similaires, ce qu'on appelle le commerce intra-banque. On peut donc se demander comment expliquer ces échanges commerciaux, qui ne sont donc pas des échanges de différence. Plusieurs arguments et qui se retrouvent en fait assez facilement dans les documents. Donc moi, en fait, sur mon brouillon, que d'ailleurs j'ai fait et qui doit donc de se trouver là, j'ai commencé par lister les idées et ensuite j'ai vu ce que me disaient les documents. Et en l'occurrence, les documents reprennent toutes les idées que j'avais. Super. Premier document,
on vous montre en fait essentiellement qu'il y a du commerce entre pays comparables et que c'est quelque chose d'important puisque pour la France, son premier partenaire commercial, que ce soit au niveau des importations ou des exportations, c'est l'Allemagne. Pour les importations, le deuxième pays, c'est la Chine. Donc là, on est sur plutôt des pays différents. Mais premier partenaire commercial, exportation et importation, l'Allemagne. Et sur les exportations, on voit aussi que la France exporte essentiellement vers des pays similaires de l'Union européenne, plus les États-Unis et le Royaume-Uni. Donc en fait, c'est juste là un document qui met en avant le commerce entre pays comparables et que vous pourrez citer un petit peu dans chaque partie pour dire et donc du coup, ces échanges qu'on observe ici peuvent s'expliquer de telle ou telle façon. Le deuxième document vous montre la structure des exportations de la France par niveau de gamme, entre donc les exportations haut de gamme, bas de gamme et moyenne gamme. Et donc là, essentiellement, on vous dit, tiens, il y a des produits qui n'ont pas le même niveau de qualité, le même niveau de gamme. C'est ce qu'on appelle la différenciation verticale. En gros, certes, des pays peuvent échanger des produits similaires, mais ces produits n'ont pas forcément le même niveau de qualité. Donc par exemple, la France et l'Allemagne peuvent échanger des produits similaires, mais l'Allemagne vendra des voitures haut de gamme, tandis que la France vendra des voitures bas de gamme ou moyen de gamme. Ça, c'était d'ailleurs dans un des sujets qui était tombé, je ne sais plus si c'était à l'étranger ou en Polynésie française, et donc c'est clairement l'argument qu'on attend que vous présentiez ici. Enfin, dans le troisième document, on vous parle de l'assemblage de l'Airbus A380 en France, à Toulouse, mais qui requiert des pièces qui viennent d'Allemagne, du Royaume-Uni et d'Espagne notamment. Donc on est à chaque fois sur toujours des pays comparables qui s'échangent des choses. Et là, en l'occurrence, c'est la notion de chaîne mondiale de valeur qu'on attend. Un produit dont les différentes pièces et différentes parties du processus productif sont réalisées dans différents pays. Est-ce que là, du coup, le plan est clair? Je vais revenir juste sur la question pour représenter ça. Le plan qui est attendu, ça va donc être une partie sur les échanges commerciaux entre pays comparables, s'explique, repose sur les chaînes mondiales de valeur, donc avec le document 3. Mais il repose aussi sur de la différenciation entre des produits similaires, mais donc avec des propriétés différentes, que ce soit de la différenciation verticale, quand on dit du coup des échanges de produits similaires, mais avec des niveaux de qualité différents, ou éventuellement, enfin troisième partie, où vous pouvez éventuellement regrouper avec la deuxième, des pays comparables peuvent s'échanger des produits similaires, mais avec des caractéristiques différentes. Pardon, j'ai d'aller un peu trop vite. Et donc, même si le niveau de qualité est comparable. C'est ce qu'on appelle cette fois-ci la différenciation horizontale. Donc, des produits de niveau de qualité comparable, mais simplement parce que les consommatrices et consommateurs aiment avoir du choix, aiment avoir de la diversité, de la variété quand ils doivent acheter quelque chose, on va avoir du coup du commerce intra-branche et des échanges entre pays comparables. Il y a éventuellement deux, trois autres petites choses qu'on pouvait citer, placer si vous réussissez à les justifier correctement, mais essentiellement, c'est ce qui était attendu sur ce sujet. À côté du sujet d'épreuves composées, vous aviez le choix avec le sujet de dissertation. Attention d'ailleurs, c'est important, il faut clairement choisir un des deux sujets. Vous pouvez pas dire je vais faire une partie d'épreuves composées, puis je vais faire la dissertation. Vous n'allez être noté que sur une seule de ces deux épreuves, donc en fait vous aurez perdu du temps à répondre à l'autre. Donc, autant se concentrer, dissertation, le sujet, comment l'action collective s'est-elle transformée dans les sociétés démocratiques. Alors à nouveau, comme pour le raisonnement sur dossier documentaire, j'ai commencé par noter mes idées au brouillon avant de regarder les documents. Là pour vous, je vais plutôt commencer par présenter les documents. Mais ce qu'on peut dire en tout cas sur le sujet, une définition d'action collective, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'une action collective si ce n'est une action qui implique plusieurs personnes? J'avais une discussion là juste avant avec un collègue sur à quel moment est-ce qu'on pourrait parler d'une action individuelle, mais finalement, là en tout cas dans le cadre de l'engagement politique, toute action est forcément collective, même une action qui semble être individuelle, comme le fait de voter dans un isoloir, le fait de signer une pétition ou les questions de consommation engagée, où finalement c'est des choses que vous faites là comme ça tout seul en faisant vos courses.
ça s'inscrit toujours quand même, ça n'a un impact que parce que vous êtes plusieurs à le faire et donc il y a une agrégation et un aspect collectif. La notion par contre d'engagement politique, participation politique, évidemment vous pouviez la citer dans l'introduction puisqu'on est dans le cadre du chapitre sur l'engagement politique. Mais a priori quand on parle d'action collective, c'est plus large que ça et on pourrait évoquer des actions collectives qui n'ont pas spécialement une perspective politique. Ça semble être compliqué, dans le cadre de sujets notamment, mais ce serait possible en théorie. Alors, voyons ensuite les documents qu'on nous présente. Donc, document 1, la syndicalisation des salariés en France depuis 1949, où on voit bien que le taux de syndicalisation a diminué. On est passé d'environ 30% en 1950 salariés syndiqués à un taux de syndicalisation qui ne concerne plus que 10% de l'ensemble des salariés à partir des années 90. Deuxième document, un texte sur le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Troisième document, un sondage, une enquête sur les moyens d'expression jugés les plus efficaces par les citoyens. Alors, attention, dans ce document et dans le suivant, il semble y avoir une évolution. On passe de 2010 à 2018. Cependant, c'est pas une évolution sur du court terme comme ça sur lesquels on va vous interroger. Donc si vous dites ah bah tiens, le vote ça a diminué ou la manifestation ça a augmenté notamment en 2018, c'est pas, enfin c'est des choses qui peuvent à la fin, c'est des petites choses que vous pouvez ajouter éventuellement, en tout cas vous pouvez pas fonder votre raisonnement là-dessus. Et enfin, dernier document, principale cause de l'engagement des jeunes. Alors voilà, là on a justement de l'action collective qui ne semble pas trop politique. On nous parle de sport, jeunesse, éducation, culture, loisirs. Ça semble pas trop politique. Il faudra peut-être justement mettre en réalité ces réponses les plus fréquentes pour se concentrer quand même sur les aspects qui seront les plus faciles à intégrer dans le raisonnement. Et alors là, du coup, la question c'est, mais qu'est-ce qu'on attend comme connaissance? Quel plan on fait par rapport à ça? Alors, je vais reprendre le sujet. Ou plutôt non, je vais reprendre le programme. Vous regardez le programme sur le chapitre sur l'engagement politique, on vous dit comprendre la diversité, ça c'est pas ce qui nous intéresse, et les transformations des objets de l'action collective entre conflits du travail, nouveaux enjeux de mobilisation et lutte minoritaire, des acteurs de l'action collective, partis politiques, syndicats, associations, groupements, et de leur répertoire. Et donc voici en gros les trois aspects du sujet qu'il faut développer. Transformation des objets, des acteurs et des répertoires. Au niveau des objets de l'action collective, on passe d'enjeux plutôt matérialistes, centrés notamment sur les conflits du travail, à des enjeux dits post-matérialistes, ce qui est impliqué ici par les nouveaux enjeux de mobilisation et lutte minoritaire. En gros, donc lutte minoritaire, on parle de la revendication pour les droits et la reconnaissance des minorités, et dans les nouveaux enjeux de mobilisation, en dehors de ça, on est plutôt sur les questions notamment d'environnement, écologie. Sur les acteurs, on passe d'une action collective qui était dominée par des partis politiques et des syndicats qui ensuite, aujourd'hui, s'organisent de plus en plus autour d'associations qui ont toujours été un peu présentes, mais surtout autour de groupements, c'est-à-dire des groupes qui sont organisés de façon assez souple, assez lâche, pas avec une structure stricte et bien hiérarchique, comme ça peut être le cas pour les partis politiques et les syndicats, mais plus une espèce de réseau avec une structure assez horizontale aussi, où tout le monde a à peu près le même niveau de responsabilité et de décision, et où on peut aussi choisir de façon assez libre quel est justement son niveau d'implication et de responsabilité dans l'action collective. Enfin, sur les répertoires d'action collective, qui est la notion élaborée par Charles Tilly. Là, en gros, c'est comment est-ce qu'on se mobilise, comment est-ce qu'on organise des actions collectives, notamment à des fins politiques, et ce qu'on peut dire là sur les modes d'action collective. On est passé d'une action, alors ça c'était pour le coup pas vraiment dans les sociétés démocratiques, hein, plutôt au niveau de l'ancien régime, mais ça peut être évoqué éventuellement dans une sous-partie, tant que vous ne faites pas toute une grande partie là-dessus. On est passé donc d'une action plutôt violente
Donc, dans le cadre du répertoire local patronné ou aussi, puisqu'on parle justement de répertoire local patronné, une action qui est liée, qui est dépendante du soutien d'élites locales et de notables, à une action qui se déploie plutôt à un niveau national, centrée justement sur des organisations autonomes où les individus s'auto-représentent, s'auto-défendent et n'ont pas besoin du soutien de notables. Et aussi une action qui repose surtout sur la force du nombre. Que ce soit à travers le vote ou les manifestations, il s'agit de dire il faut nous écouter parce qu'on est nombreux. Enfin, troisième aspect, changement dans le répertoire d'action collective sur les nouveaux mouvements sociaux qu'on observe plus récemment, notamment depuis les années 70 et même 60, fin des années 60, on a des actions collectives qui ont recours à des moyens plus spectaculaires. Il ne s'agit pas forcément de dire il faut nous écouter parce qu'on est nombreux, mais se dire on va faire quelque chose de spectaculaire, d'impressionnant, qui va attirer l'attention des médias et qui va nous occuper de l'espace médiatique pour justement attirer l'attention du pouvoir politique et aussi qui repose sur l'utilisation des nouvelles technologies. Donc voilà en gros les trois grandes parties qui seraient attendues. Grand 1, objet, grand 2, acteur, grand 3, répertoire. En tout cas, ça c'est un plan possible. C'est le plan qui est suggéré par le programme. En réalité, vous pouvez faire un autre plan qui serait par exemple chronologique, puisque vous avez justement une question sur l'évolution et les transformations de l'action collective. Vous pouvez vous dire, on a commencé avec une action qui était locale patronnée, puis une action, un répertoire justement national autonome, et aujourd'hui on est aux nouveaux mouvements sociaux. Donc moi j'aurais tendance à plutôt regrouper ensemble local patronné et national autonome pour justement faire en sorte que le passage sur le répertoire local patronné ce soit juste une sous-partie, que c'est pas trop dans le sujet vu qu'on nous parle des sociétés démocratiques. Euh, et Mais en gros, ce serait l'émergence justement du répertoire national autonome dans les sociétés démocratiques, dans les sociétés qui se démocratisent d'ailleurs. Et ensuite, une deuxième partie sur les nouveaux mouvements sociaux. Et en fait, à l'intérieur, vous allez parler transformation des acteurs. On passe de finalement une action collective qui a besoin du soutien de notables à une action collective autour d'organisations autonomes, les partis politiques et syndicats. Et enfin, dans les nouveaux mouvements sociaux, des groupements. Vous allez parler des objets. Les objets dans le répertoire local patronné, c'est plutôt des enjeux locaux. Dans le répertoire national autonome, c'est des questions matérialistes, mais à un niveau national. Et enfin, dans les nouveaux mouvements sociaux, ce sont justement ces questions post-matérialistes et les nouveaux enjeux de mobilisation. Et enfin, sur les modes d'action, passer d'une action qui est violente ou qui dépend du soutien de notables à une action qui est pacifique et repose sur la force du nombre, à enfin des actions spectaculaires qui utilisent les nouvelles technologies. Dans la conclusion, vous pouvez facilement nuancer aussi la distinction et ces transformations pour dire que on observe surtout un élargissement des formes de participation et des acteurs et des objets de l'action collective plutôt qu'un remplacement. Les questions matérialistes sont toujours présentes, comme on peut le voir en ce moment avec le conflit sur les retraites, mais aussi en 2018 avec le mouvement des Gilets jaunes. Justement, le mouvement des retraites montre que les partis politiques et les syndicats jouent encore un rôle important. Et dans le répertoire, on a justement des grèves, des manifestations. D'ailleurs, évidemment, là, l'idée d'accroche pour ce sujet de dissertation, elle est facile. C'est le mouvement des retraites. On est sur une question d'actualité où vous pouvez justement dire finalement ce mouvement, en tout cas, enfin, une question d'actualité en lien avec le sujet. Donc c'est ça votre accroche, elle est simple, elle est évidente et elle sera néanmoins efficace. Voilà, j'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour avoir mes retours. J'essaye quand même en ce moment de répondre assez rapidement à vos questions parce que je comprends que vous aimez avoir des réponses assez rapides. Euh, N'hésitez pas à indiquer simplement quel sujet vous avez pris, qu'est-ce que vous avez fait. J'essaierai de donner éventuellement un avis. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et je vous souhaite une bonne journée.